Le massacre de Biscari, 14 juillet 1943. Sicile, Seconde Guerre mondiale. Le massacre de Biscari est l'un des crimes de guerre les plus connus commis par les troupes alliées pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a eu lieu le 14 juillet 1943, lors de l'invasion de la Sicile. 2 soldats du 180e régiment d'infanterie, 45e division d'infanterie, ont été tenus responsables du meurtre de 71 Italiens et de 2 prisonniers de guerre allemands. Le 10 juillet 1943, les troupes du lieutenant-général Patton de la 7e armée et les troupes de la 8e armée britannique, sous le général Montgomery, ont débarqué sur l'île italienne de Sicile. Pour les soldats du 180e régiment d'infanterie, c'était leur première bataille. Cette unité a été formée à partir des unités de la garde nationale du Colorado, de l'Oklahoma, du Nouveau-Mexique et de l'Arizona. Ces hommes étaient la seule division verte participant à l'invasion. Conscient de leur inexpérience au combat, le lieutenant-général Patton a choisi de les aider un peu. Le 9 juillet avant l'invasion, Patton a exhorté les soldats à être impitoyables dans un discours. « Lors de notre assaut contre l'ennemi, frappez-le fort, sans retenue. Quand nous rencontrerons l'ennemi, nous le tuerons. Nous ne lui montrerons aucune pitié. Il a tué des milliers de vos camarades, et il doit mourir. Si vos officiers de compagnie, en menant vos hommes contre l'ennemi, le trouvent en train de vous tirer dessus, et quand vous vous trouvez à moins de 200 mètres de lui, il souhaite se rendre, oh non, ce salaud va mourir. Vous le tuerez. Plantez-le entre la 3e et la 4e côte. » Le lieutenant-général Patton a déclaré plus tard qu'il voulait transformer ces jeunes garçons inexpérimentés en machines vouées tuer, afin qu'ils puissent mieux supporter les difficultés du combat. Il ignorait probablement les problèmes que son discours engendrerait plus tard. Même si les premiers jours de l'invasion n'ont montré qu'une faible résistance des unités de l'Axe, les soldats du 180e régiment d'infanterie ont mal performé. Il était alors évident que la campagne serait difficile pour les hommes. La fatigue due au combat constant se faisait sentir. C'était leur malheur qu'ils aient été ordonnés de capturer l'aéroport de Biscari. Il s'est avéré que la mission serait compliquée pour l'unité inexpérimentée. Ils ont subi de lourdes pertes dues aux tirs d'artillerie, de mortiers et de snipers ennemis. Les snipers ennemis étaient durement touchés depuis leur cachette. Cette résistance acharnée a tellement frustré les soldats américains qu'ils ont déchargé leur colère sur ceux qui se sont rendus. Le premier incident de prisonniers de guerre s'est produit dans la zone d'opération de la compagnie A. Sur le chemin de l'aéroport, la compagnie a capturé 45 soldats italiens et 3 allemands. Le major Roger Denham du 1er bataillon a ordonné au sergent Horace T. West, âgé de 33 ans, d'emmener ses prisonniers sur la route où ils seraient détenus pour interrogatoire. On avait dit aux prisonniers de guerre d'enlever leurs chaussures pour les empêcher de s'échapper. Le sergent West a exécuté l'ordre et escorté les prisonniers avec d'autres soldats. Après avoir parcouru un mile, le sergent West a mis de côté plusieurs prisonniers et les a envoyés à l'officier de renseignement. Il a ordonné au reste de se mettre en ligne. Il a ensuite pris une mitraillette Thompson à l'un de ses soldats et a arrosé tous les prisonniers de balles. Après avoir vidé tout le chargeur, il a rechargé et tiré à bout portant dans la poitrine des prisonniers allongés. 35 soldats italiens et 2 soldats allemands ont été tués. Le lendemain, l'aumônier, le lieutenant-colonel William E. King, a découvert les corps et l'a signalé à ses supérieurs. Le deuxième incident a eu lieu de l'autre côté de l'aéroport 3 heures plus tard. La compagnie C était déchirée par des tirs de mortier et des tireurs d'élite là-bas. Une fois qu'ils ont réussi à sécuriser la position d'où ils étaient désaiguisés, les soldats américains ont capturé 35 à 40 soldats italiens qui s'étaient rendus, certains vêtus de vêtements civils. Un interprète leur a demandé s'ils étaient tireurs d'élite, sans obtenir de réponse. Le capitaine John Compton, pensant qu'ils étaient responsables des tirs de sniper, a ordonné à ses hommes de les abattre immédiatement. 11 soldats ont exécuté l'ordre et aligné les prisonniers italiens. Certains des prisonniers qui ont réalisé ce qui allait se passer ont commencé à courir, moment auquel les soldats américains ont ouvert le feu. Tous les prisonniers de guerre italiens ont été tués. Il n'a pas fallu longtemps au lieutenant-général Omar Bradley, commandant du 2e corps auquel appartenait le 180e régiment,
pour être informé des 2 incidents. Il en a fait part au lieutenant-général Patton, qui a rejeté les accusations en les qualifiant d'exagération. Il a également suggéré que toute l'affaire soit étouffée, afin de ne pas déranger la presse. Bradley, cependant, a insisté pour mener l'enquête et que West et Compton soient jugés pour meurtre. Patton a finalement cédé et tous 2 ont été arrêtés et jugés. Au procès, les 2 hommes ont plaidé non coupables car, comme ils l'ont déclaré, ils agissaient sur ordre du lieutenant-général Patton, donné lors d'un discours avant l'invasion. Cependant, cette défense n'était pas applicable dans les 2 cas. Le sergent West a été accusé d'exécuter des prisonniers de guerre qui s'étaient déjà rendus et qu'il l'a fait de sang-froid. Il a été mentionné qu'il avait pris un autre chargeur pour les tuer à nouveau. Le sergent West a été condamné à perpétuité pour son crime. Son bon service est la seule chose qui a sauvé sa vie. Les enquêtes se sont terminées brusquement, en 1944, par peur que l'incident ait pu être divulgué au public américain, et la peur des répercussions sur les prisonniers de guerre américains aux mains de l'Axe. Le 23 novembre 1944, West a été libéré de prison et réactivé au rang de soldat. Après la guerre, il a été libéré avec honneur de l'armée. Le capitaine Compton, acquitté, a démissionné pour une autre unité. Il est mort au combat le 8 novembre 1943. Le procès n'a traité que de 2 affaires, qui totalisaient près de 80 victimes. Le nombre exact de tués est inconnu, car d'autres incidents à Biscari n'ont pas été jugés. Les 2 dossiers du procès ont été classés secrets et tenus à l'écart des yeux du public pendant des années. George Herbert Walker Bush, le président qui a évité d'être mangé par des cannibales pendant la Seconde Guerre mondiale. George Herbert Walker Bush était le dernier président américain, qui a servi au combat. Plusieurs de ses prédécesseurs ont également servi leur pays, mais l'expérience de George Bush était tout à fait unique. Il a réussi à échapper à la mort horrible d'être mangé par des soldats japonais. Lorsque les forces japonaises ont attaqué Pearl Harbor le 7 décembre 1941, George Bush n'était qu'un adolescent de 17 ans. Il fréquentait la dernière année de l'école préparatoire universitaire Phillips Academy à Andover, Massachusetts. Dans les jours qui ont suivi l'attaque, le peuple des États-Unis a connu un élan de patriotisme. C'était la même chose pour le jeune Bush, qui voulait s'engager le plus tôt possible pour pouvoir servir son pays. Comme il était encore mineur, sa première idée était de s'engager au Canada, mais il a changé d'avis en raison de son fort désir de servir en tant qu'aviateur à la marine américaine. George Bush s'est engagé dès l'obtention de son diplôme et de ses 18 ans, le 13 juin 1942, dans la réserve navale. Un an après avoir rejoint la marine, il a été commissionné. Beaucoup croyaient à l'époque qu'il était le plus jeune pilote de la marine américaine, car il n'avait que 19 ans. Au printemps 1944, il a rapidement été envoyé comme pilote sur l'United States Ship San Jacinto, un porte-avions léger. Il est arrivé juste à temps pour participer à la campagne Saudil en île contre les îles tenues par les Japonais dans le Pacifique. Encore jeune, George Bush est devenu un pilote expérimenté après avoir combattu sur Marcus et Wake Island. Il a également participé à l'une des plus grandes batailles aériennes de la guerre, la bataille de la mer des Philippines, en juin 1944. Le dernier jour de la bataille, après sa mission, Bush a dû effectuer un amérissage forcé. C'était son premier crash de guerre. Heureusement, lui et son équipage ont été sauvés par le destroyer United States Ship Clarence K. Brunson. Le second, en revanche, était bien plus spectaculaire. Les forces américaines ont lancé une campagne sur les îles Bonin en août 1944 lors de leur progression vers le nord dans le Pacifique. Le même mois où George H.W. Bush a été promu lieutenant junior. Le 2 septembre, Bush a reçu l'ordre de voler en groupe avec 3 autres bombardiers vers l'île de Chichijima. Leur mission était de détruire une tour de radio très importante qui se trouvait sur l'île. Dès qu'ils sont apparus dans le ciel au-dessus de l'île, ils ont été attaqués par la force de défense anti-aérienne. L'avion de Bush a été touché au moment où il a commencé à plonger vers la cible. Négligeant le fait que son avion était en feu et que tout le cockpit était rempli de fumée, Bush a continué à plonger jusqu'à ce qu'il se rende compte que les bombes avaient touché et endommagé la tour de radio. Ce n'est seulement à ce moment-là qu'il a dirigé son avion en flammes vers l'United States Ship San Jacinto.
Une fois loin de l'île, Bush et 2 autres membres de l'équipage ont sauté de l'avion. En descendant, Bush a observé son avion toucher l'eau et disparaître dans les vagues. Peu après avoir touché l'eau, sa lutte a commencé. Avec une combinaison de vol lourde et trempée, une blessure à la tête et les yeux irrités par la fumée du cockpit, Bush a lutté pour rester à la surface. Sa chance était qu'il a atterri à proximité d'un radeau de sauvetage. Après l'avoir attrapé et gonflé, il est monté à bord. La malchance était que les vents le poussaient de plus en plus près de l'île tenue par les Japonais, donc Bush a dû pagayer avec ses bras pour rester le plus loin possible. À un moment, les Japonais ont tenté de le capturer en envoyant des bateaux, mais ils ont été repoussés par des avions de chasse américains. George a flotté sur son radeau pendant 4 heures, protégé par des avions de chasse volant au-dessus de lui. Finalement, il a été secouru par le sous-marin de sauvetage United States Ship Finback. D'autres aviateurs abattus ont aussi réussi à s'échapper en parachute, mais avec moins de chance. Ces 8 aviateurs qui ont été capturés ont subi de graves tortures de la part de l'escadron japonais sur l'île. Ils ont été battus ou poignardés avec des bâtons de bambou tranchants, puis tués. Le plus horrible était que les corps de 4 d'entre eux ont servi à préparer un repas pour les officiers japonais. Sur le souhait du major Sueyo Matoba, le chirurgien japonais Dr Teraki a retiré le foie de l'un des pilotes morts américains et l'a remis au cuisinier. Il l'a ensuite préparé avec de la sauce soja et des légumes et l'a servi en petits morceaux percés de bâtonnets de bambou. Le major Matoba et d'autres officiers, dont le général Yoshio Tachibana, commandant de l'île, ont festoyé avec ce repas macabre arrosé de saké. Ils croyaient que c'était un bon remède pour l'estomac. Le même festin a été répété avec les parties du corps de 3 autres aviateurs. Bush ignorait ce crime, resté secret malgré le jugement des exécuteurs en 1946. Ce n'est qu'en 2003, et l'étude publiée dans le livre Flyboys, A True Story of Courage, que George Herbert Walker Bush et l'ensemble du public ont appris le terrible destin des aviateurs capturés. En novembre 1944, Bush a repris le combat aux Philippines à bord de l'United States Ship San Jacinto. Après quelques mois, son unité était rentrée aux États-Unis suite à de lourdes pertes, et en septembre 1945, George Herbert Walker Bush a été libéré avec honneur de ses fonctions. Bien qu'il ait effectué 58 missions de combat, réalisé 126 atterrissages sur porte-avions et 1228 heures de vol, la mission au-dessus de l'île de Chichijima est celle qui lui a valu la croix de l'aviateur distingué. Comme il l'a dit plus tard, ces moments sont restés gravés dans sa mémoire pour toujours. La marche de la mort de Bataan, avril 1942, Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre sino-japonaise et la Seconde Guerre mondiale, l'armée impériale japonaise a commis une série de crimes de guerre dans les territoires qu'ils occupaient en Chine, en Birmanie et en Asie du Sud-Est. Ces crimes ont entraîné la mort de millions de civils et de prisonniers de guerre. La marche de la mort de Bataan était d'une telle atrocité. Après la reddition des forces conjointes américano-philippines dans la péninsule de Bataan aux Philippines le 9 avril 1942, les Japonais ont forcé 76 000 prisonniers de guerre à marcher jusqu'au camp de prisonniers de Camp O'Donnell. Les comptes de la distance totale de la marche varient, mais elle était d'environ 66 miles, soit 106 km, à pied. Pendant la marche qui a duré de 5 à 10 jours, selon le moment où le prisonnier s'est joint, les prisonniers de guerre alliés ont subi des conditions inhumaines et des mauvais traitements sévères de la part des soldats japonais. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais atteint la destination finale. Immédiatement après l'attaque de Pearl Harbor, les Japonais ont commencé une campagne de saisie des îles Philippines, la position géostratégique la plus importante pour le contrôle de l'Asie du Sud-Est. Les principales troupes japonaises avaient déjà débarqué sur l'île de Luçon le 10 décembre, mais l'attaque principale a commencé le 22 décembre 1941. L'archipel philippin était défendu par pas plus de 150 000 troupes des États-Unis et des armées philippines dirigées par le général américain Douglas MacArthur. Toutefois, il ne dirigeait pas la marine. Alors que le général MacArthur se préparait pour la défense des îles, il a abandonné le scénario de défense précédemment établi, le plan de guerre Orange, ou War Plan Orange 3, qui concentrait les troupes à la baie de Manille et déployait des troupes le long de toute la côte de l'archipel. Cette erreur coûteuse a permis à la 14e armée japonaise de capturer la majeure partie du pays d'ici fin décembre. Face à la défaite, le général MacArthur est revenu sur le plan War Plan Orange 3, mais il était trop tard.
Les défenseurs restants se sont retirés dans la région de la péninsule de Bataan, qui s'étendait dans la baie de Manille. Et la bataille de Bataan a commencé la première semaine de janvier 1942. Contrairement au reste de l'île, les défenseurs de Bataan ont résisté farouchement, mais en vain. La défense a été préparée précipitamment, avec un manque crucial de fournitures et de munitions. Leur défaite était proche. Le 11 mars 1942, le général Douglas MacArthur a quitté Manille, sur ordre du président des États-Unis Franklin Roosevelt. Il a promis à ses troupes « Je reviendrai », et a répété cette promesse par la suite dans de nombreux discours. Les soldats à Bataan, appelés les Battling Bastards de Bataan, ont tenu un mois de plus. Leur nom a été immortalisé dans le Limerick, écrit par le correspondant de guerre américain Frank Hewlett. Nous sommes les Battling Bastards de Bataan. Pas de maman, pas de papa, pas d'oncle Sam, pas de tante, pas d'oncle, pas de cousin, pas de nièce, pas de pilule, pas d'avion, pas de pièces d'artillerie, et tout le monde s'en fiche. Après 3 mois de combats acharnés dans des conditions extrêmes, la bataille de Bataan s'est terminée le 9 avril. Des soldats des armées philippines et américaines ont capitulé face aux Japonais. Cependant, aussi épuisants que soient leurs efforts pour défendre Bataan, cela ne serait rien comparé à l'agonie qu'ils allaient subir en tant que prisonniers de guerre japonais. L'armée japonaise s'attendait à conquérir les Philippines en quelques jours seulement, mais le nombre de soldats qu'ils ont capturés a largement dépassé leurs attentes. Ils s'attendaient à capturer environ 30 000 prisonniers, mais la réalité était que 76 000 soldats américains et philippins avaient déposé leurs armes. Cela est devenu un énorme problème logistique pour les Japonais, qui n'étaient pas en mesure de fournir ni transport, ni nourriture pour un si grand nombre de prisonniers. De plus, l'armée japonaise dans son ensemble manquait cruellement de transports motorisés. Pendant les discussions sur la reddition, le major général américain Edward King a demandé la permission de conduire les prisonniers de guerre au camp O'Donnell, dans des camions de l'armée américaine, mais le général japonais Masaharu Homma a rejeté cette demande. Il a été décidé que les prisonniers marcheraient jusqu'au camp O'Donnell. Les prisonniers ont été rassemblés à Marivells, point de départ de la marche. L'itinéraire longeait la côte de la baie de Manille, jusqu'à la ville de Lubao, puis jusqu'à la gare de San Fernando. Le plan était de transporter les prisonniers par train jusqu'à Capas, puis de marcher environ 14 km supplémentaires jusqu'au camp O'Donnell. Au moment de leur reddition, les soldats des États-Unis et les soldats philippins étaient déjà épuisés par le combat ardu avec les troupes japonaises. Ils souffraient également de malnutrition, en raison de leurs rations alimentaires réduites lors des dernières phases de la bataille de Bataan. Pour les hommes déjà dans un si mauvais état, la marche de 66 miles était un véritable supplice. Les Japonais les ont forcés à marcher 25 miles par jour, ce qui était la vitesse moyenne de marche pour les soldats japonais. Même dans les meilleures conditions, les soldats américains ne marchaient normalement que 15 à 20 miles par jour. Contrairement à ce qui était prévu, la caravane avançait lentement, car parfois il devait faire place aux troupes japonaises qui se déplaçaient vers le sud. La marche a duré des jours, le premier contingent de prisonniers l'a terminé en 5 jours. Les derniers sont arrivés au camp après 10 jours. Pendant toute la durée de la marche, les prisonniers étaient exposés directement au soleil et à des températures tropicales de plus de 100 degrés Fahrenheit, ce qui les rendait encore plus épuisés. Le fait qu'on leur ait refusé de la nourriture et de l'eau n'a fait qu'aggraver l'agonie du voyage. Face à de nombreux prisonniers de guerre, les Japonais manquaient de nourriture et de fournitures pour subvenir à tous. Les soldats japonais étant prioritaires pour les rations. Les prisonniers n'ont reçu qu'un seul repas pendant toute la marche, quand ils avaient la chance d'être nourris. La plupart des prisonniers n'ont eu leur premier repas qu'en arrivant au camp. Ce qui était pire que la faim, c'était le manque d'eau potable, dont les gardes japonais privaient intentionnellement les prisonniers. Beaucoup de soldats sont devenus fous de soif et ont fini par être abattus par les gardes japonais. D'autres étaient aussi désespérés qu'ils buvaient l'eau des fosses et des fossés remplis de déchets animaux. L'eau polluée a provoqué la dysenterie, entraînant dans la majorité des cas des conséquences fatales. Après seulement 2 jours, le manque de nourriture et d'eau avait épuisé de nombreux soldats, les rendant incapables de continuer la marche. Ceux incapables de continuer la marche ont été exécutés par des soldats japonais qui suivaient dans le cortège. Les Américains nommèrent ces groupes les escadrons de vautours.
Beaucoup de ceux qui ont survécu à la soif et à la faim l'ont fait grâce au courage des Philippins locaux. Ils jetaient secrètement de la canne à sucre et des gourdes d'eau en chemin pour que les prisonniers puissent les ramasser et obtenir une certaine mesure de subsistance. Les gardes japonais ont fait de la marche un supplice pour les prisonniers. Durant le trajet, ils ont contraint les prisonniers à marcher à une cadence soutenue, malgré le fait que la majorité d'entre eux n'en avaient en doute pas la capacité physique. Tous ceux qui étaient à la traîne étaient encouragés à continuer avec des baïonnettes. Toutefois, les gardes japonais n'ont pas perdu de temps avec les prisonniers de guerre manquant de force pour poursuivre. Ils les ont tués et abandonnés sur la route. Leur route entière était remplie de corps de prisonniers morts. Cette image horrifiante a été aggravée par le fait que beaucoup de prisonniers ont été mutilés par des véhicules alors que les Japonais les écrasaient. Les prisonniers américains et philippins ont été totalement privés de leur dignité. Ils ont subi des abus et des coups constants. Sans raison, les gardes japonais giflaient, frappaient les prisonniers, et même avec la crosse de leurs fusils. Les prisonniers ont été fréquemment battus pour désobéissance aux ordres des gardes japonais, qu'ils ne comprenaient pas. Ceux qui tentaient de s'échapper étaient abattus ou décapités. Les prisonniers, trop épuisés pour se réveiller, étaient enterrés vivants dans des tombes. Une raison plus profonde du mauvais traitement résidait dans la croyance japonaise que les Américains et les Philippins étaient des nations moins dignes. De plus, les Japonais étaient furieux contre leurs ennemis pour leur résistance lors de la bataille de Bataan. Les gardes japonais étaient poussés par cette haine intense à traiter leurs ennemis avec une cruauté impitoyable. Les prisonniers ont été forcés de marcher jusqu'à ce que la plupart d'entre eux s'effondrent. Les pauses toilettes étant rares, les soldats devaient soit se retenir, soit se soulager dans leurs pantalons. Cela a causé des infections aux blessures sur leurs jambes, dues à la marche brutale. Les pauses étaient uniquement destinées au repos des gardes japonais. Même dans ces rares cas, il n'était pas permis aux prisonniers de s'asseoir. Quiconque désobéissait aurait été abattu immédiatement. Pour aggraver les choses pour les prisonniers, les Japonais faisaient des arrêts près des puits artésiens sans leur permettre d'étancher leur soif. Arrivés à San Fernando, ils ont amené les prisonniers en train à Capas, près du camp O'Donnell. Cela semblait être un moment de soulagement, mais c'était une autre étape de leur souffrance. Les prisonniers étaient entassés dans de vieux wagons métalliques qui n'avaient ni ouverture, ni aucune sorte de ventilation. Ils étaient tellement entassés qu'il était impossible de s'asseoir. Si quelqu'un s'évanouissait, ou mourait d'épuisement, il ne tombait pas. Le train a voyagé sans arrêt. Les prisonniers, qui devaient se soulager, devaient le faire juste là dans le wagon, et ils étaient toujours sans nourriture ni eau. Après avoir atteint Capas, les prisonniers ont marché encore 8 à 10 miles jusqu'au camp O'Donnell. Au camp, ils n'ont reçu qu'une seule boule de riz comme repas. Pour la majorité des prisonniers, ce repas était le premier depuis le début de la marche. Le seul réconfort était qu'ils pouvaient enfin s'allonger et reposer leurs pieds, même si beaucoup de leurs compagnons n'avaient pas survécu pour le vivre. Dans les jours à venir, beaucoup ont continué à mourir, à cause des conditions inhumaines du camp, certains de ces décès étant dus à l'épuisement et à la dysenterie qu'ils avaient attrapée en chemin. On estime qu'environ 650 soldats américains et entre 5 000 à 18 000 soldats philippins sont morts pendant la marche. Après la guerre, le capitaine général Masaharu Homma, commandant de la 14e armée japonaise, a été jugé pour crime de guerre et condamné à mort en 1946. Masanobu Tsuji, un officier japonais qui a ordonné le meurtre de prisonniers, a échappé à la justice et a même siégé en tant que membre du parlement japonais d'après-guerre. La marche de la mort de Bataan a été l'un des pires crimes de guerre de toute la guerre dans le Pacifique. Ces horreurs sont vraiment un exemple parfait de pourquoi les historiens ont nommé la Seconde Guerre mondiale la guerre sans pitié. Le mystère de l'or de Yamashita, 1944-1945. Tout au long de l'histoire, il y a eu de nombreuses histoires de trésors perdus, inestimables, comme le calice utilisé par le Christ lors de la dernière scène, qui est dit être caché quelque part à Glastonbury dans le Somerset, en Angleterre. Il y a aussi un conte d'une ville légendaire en Amérique du Sud appelée Eldorado, qui était censée être faite d'or et contenait des pierres précieuses en quantités incroyables. Malgré de nombreuses expéditions dans la région, elle reste introuvable. Il y a ensuite le conte d'un convoi de wagons perdu dans l'Angleterre médiévale.
On racontait qu'il contenait un énorme butin d'or, collecté par le roi tyrannique Jean en matière d'impôts. Sa valeur actuelle est estimée à des milliards de dollars. L'histoire raconte qu'il a été perdu sur les côtes du Norfolk lors d'une tempête particulièrement violente. D'après la légende, le trésor a été emporté par la mer et n'a jamais été retrouvé depuis. Bien que certains disent que tout cela n'était qu'une arnaque pour que le roi puisse échapper au paiement d'une fortune qu'il devait à certains barons très puissants. Plus récemment, dans la seconde moitié du XXe siècle, il y a eu diverses histoires d'or nazi perdus. Il y a même eu une affirmation non étayée selon laquelle la Banque du Vatican cachait une partie de ce trésor pillé. Et puis il y a l'intrigant mystère de la Seconde Guerre mondiale communément appelé l'or de Yamashita. On prétendait que les autorités japonaises, en conjonction avec les gangsters Yakuza, auraient pillé une quantité énorme de valeur à une échelle massive des territoires, alors occupés vers la fin de la guerre. Ce butin était destiné à financer l'effort de guerre japonais. Les réserves d'or du Japon impérial avaient fortement diminué pour financer son armée. Cette opération secrète, nommée Kin no Yuri, où le lys d'or aurait été orchestré par le légendaire général de l'armée impériale japonaise, Tomoyuki Yamashita, et il se murmure que le prince Yasuhito Chichibu supervisait l'organisation. Yamashita était un général très respecté, avec une réputation redoutable, étant connu comme le tigre de Malaisie. Il était un officier hautement décoré, ayant reçu les plus hautes distinctions militaires du Japon, celle de l'ordre du soleil levant, ainsi que le vénéré ordre du cerf-volant d'or. L'éclat de Yamashita a même été reconnu par l'Allemagne nazie, qui lui a décerné le prestigieux ordre de l'aigle allemand pour son leadership exceptionnel contre les Alliés. Il avait présidé la pire défaite militaire que les forces britanniques aient jamais connue. C'était lorsque une force japonaise nettement plus petite avait submergé la garnison britannique à Singapour en 1942, capturant ainsi plus de 80 000 troupes britanniques et du Commonwealth. L'année suivante, Yamashita était tombé en disgrâce auprès du premier ministre japonais Hideki Tojo, avec qui il avait souvent été en conflit sur diverses questions politiques. Il a donc fini par être transféré dans l'isolé et lointain état du nord de la Mandchourie, où il a passé les 2 années suivantes à languir dans l'obscurité. Jusqu'en septembre 1944, il a été rappelé pour diriger la défense des Philippines, détenues par les Japonais. On dit aussi qu'il a repris une opération secrète qui avait été en cours depuis 1943 pour stocker des objets de valeur pillés aux Philippines. Ces objets provenaient de banques étrangères, musées, temples et églises de territoires occupés par les Japonais tels que Hong Kong, la Corée, Taïwan, Singapour, la Malaisie, le Vietnam et certaines régions de Chine. On dit maintenant que les Japonais avaient amassé une énorme fortune et la stockaient à Fort Santiago à Manille, la capitale des Philippines. Mais leur projet de tout renvoyer au Japon était impossible, les États-Unis s'y opposant. Les sous-marins et les avions dominèrent désormais toutes les voies maritimes sortant des Philippines. La situation s'est ensuite aggravée, les États-Unis ayant dans les mois suivants lancé un certain nombre d'opérations amphibies à grande échelle réussies qui ont capturé une série de villes clés aux Philippines. Tous ces désastres ont contraint Yamashita à disperser cet énorme trésor à travers les Philippines, dans des mines et des grottes isolées. Pour rendre cela possible, des prisonniers alliés ont été utilisés pour creuser les systèmes de tunnels complexes, et une fois que l'or a été mis en sécurité, ils ont été exécutés et enterrés avec le trésor. On dit aussi que les officiers japonais ont même fait tuer leurs propres ingénieurs pour protéger les emplacements secrets de l'or. Ces emplacements hautement secrets auraient contenu des pièges élaborés composés de choses telles que des mines terrestres, du gaz empoisonné et des fosses cachées remplies de bâtons de bambou aiguisés. On dit qu'il y a plus de 170 emplacements, totalisant plus de 100 milliards de dollars américains, en valeur d'aujourd'hui. Yamashita s'est retiré avec sa force principale hors de Manille, et dans les montagnes voisines. Mais contre ses ordres, une grande force de marines a pris sur eux de réoccuper la capitale dans une tentative de détruire toutes les installations portuaires et les entrepôts navals de la ville qui étaient tous encore relativement intacts. Ce qui a suivi entre le 3 février et le 3 mars 1945, ce sont 4 semaines de combats acharnés de rue en rue qui ont abouti à une grande partie de la ville brûlée. Les Marines japonais ont commis à cette époque certaines des pires atrocités de toute la guerre. Se déchaînant, ils ont perpétré de nombreuses fusillades de masse, décapitations, baïonnettes et brûlures vives de civils non armés, dont beaucoup étaient des femmes et des enfants. Lorsque les États-Unis ont finalement libéré la ville, plus de 100 000 civils philippins avaient été massacrés par les défenseurs japonais. Yamashita et ses forces restantes ont continué à se battre tout l'été,
menant essentiellement une campagne de guérilla. Ils ont finalement capitulé en septembre, des semaines après la reddition officielle du Japon. Quelques mois seulement après sa capture, le général Yamashita a été jugé pour crime de guerre concernant le massacre de civils lors de ce qui est devenu connu sous le nom de bataille de Manille. Rapidement reconnu coupable, juste avant son exécution le 23 février 1946, il a prononcé un discours remerciant les militaires américains pour toute leur gentillesse et le traitement équitable qu'il avait reçu de leur part tout au long de son procès. Il a ensuite été pendu. À la fin de la guerre, les Japonais, qui connaissaient les emplacements de l'or, avaient presque tous été tués au combat ou exécutés pour crimes de guerre. Des années plus tard, l'homme le plus célèbre ayant prétendu avoir trouvé une partie du trésor que Yamashita aurait caché, fit sa découverte. Son nom était Rogelio Roxas, un ancien serrurier devenu chasseur de trésors amateur en 1970. Grâce à des informations et une carte obtenue d'informateurs japonais liés à Yamashita, Roxas affirmait avoir découvert une grande statue de Bouddha en or et d'autres précieux trésors enfouis dans des tunnels souterrains. On y trouvait également des baïonnettes, des katanas, des radios et les squelettes de soldats japonais encore en uniforme. Il a en outre affirmé que le dictateur des Philippines de l'époque, Ferdinand Marcos, avait rapidement confisqué tous ses trésors et l'avait emprisonné où il a été torturé. Bien que Roxas ait réussi à s'échapper de prison, il n'avait aucune chance de récupérer ce trésor tant que Marcos était au pouvoir. Lorsque Marcos a été déposé en 1986 et est parti en exil à Hawaï, Roxas l'a poursuivi 2 ans plus tard et a gagné son procès, mais le supposé trésor n'a jamais été récupéré. Le Hanoi Hilton, prison de Ho-A-Lo, Hanoï. La guerre du Vietnam. Pendant la guerre du Vietnam, environ 2500 soldats américains ont été signalés comme prisonniers de guerre ou portés disparus. Lorsque la guerre s'est terminée pour les États-Unis en 1973, seuls 591 d'entre eux sont rentrés chez eux. Les autres sont restés dans des camps de prisonniers au Vietnam du Nord et du Sud. La plupart des prisonniers de guerre américains ont été capturés par l'armée vietnamienne du Nord. Ils ont passé leur captivité dans certains des 13 camps de prisonniers de guerre du pays. Le plus notoire de ces derniers était la prison de Ho-A-Lo, située à Hanoï. Elle était généralement appelée par ses détenus le Hanoi Hilton. Les conditions de la prison. La prison a été construite par les Français, à la fin du 19e siècle, pour accueillir les prisonniers politiques qui soutenaient l'indépendance vietnamienne de leurs dirigeants coloniaux français. En 1954, après le départ des Français du pays, la prison est devenue un centre d'éducation communiste. Cependant, cela n'a pas duré longtemps avant que Ho-A-Lo ne redevienne une prison lorsque la guerre du Vietnam a commencé. Elle était vite devenue une prison réservée aux prisonniers de guerre américains. Le premier prisonnier américain à arriver à Ho-A-Lo était le lieutenant Everett Alvarez Jr. Il avait été abattu dans son bombardier en piqué Douglas Ecad Skyhawk en août 1964 lors de l'opération Pierce Arrow. Bientôt, d'autres prisonniers de guerre américains sont arrivés. La majorité étaient des pilotes abattus au-dessus du Vietnam du Nord. Un détenu célèbre était le pilote John McCain, qui est ensuite devenu un homme politique américain, sénateur et candidat à la présidence. Lui aussi a dû s'éjecter de son bombardier en piqué A4 Skyhawk en 1967, lorsqu'il a été touché par un missile et s'est écrasé dans le lac Truc Bac à Hanoï. Il a été sauvé de la noyade par des habitants. Mais malgré une jambe cassée et 2 bras fracturés causés par l'éjection, il a été frappé et battu par la foule, et a même eu une baïonnette enfoncée dans le pied, avant d'être emmené dans un hôpital militaire local pour des soins médicaux, puis transféré à la prison de Ho-A-Lo. Le Hanoi Hilton était un complexe carcéral au centre de Hanoï. Il était constitué de plusieurs ailes de prison, ou secteurs, interconnectés par une cour centrale. À l'instar de la prison, ces secteurs portèrent des surnoms ironiques, comme le village du Nouveau, l'hôtel du Chagrin, le Petit Vegas, le camp de l'Unité, et d'autres encore. Les cellules étaient au rez-de-chaussée des bâtiments, avec des murs en briques de 16 pouces et un toit en tuiles rouges. Chaque bâtiment de la prison contenait de nombreuses cellules. La cellule typique pouvait accueillir 4 prisonniers, avec assez d'espace pour des lits superposés en bois de chaque côté de la porte. Chaque lit, équipé de fer pour les jambes ou de menottes, ressemblait plus à un instrument de torture qu'à une couche. Les prisonniers étaient enfermés derrière de lourdes portes en fer munies de judas utilisées par les gardiens, pour contrôler et intimider les détenus. Sur le mur opposé près du plafond, il y avait une fenêtre grillagée sans couverture. Elle restait ouverte toute l'année, quel que soit le temps.
Chaque cellule était éclairée par une petite ampoule qui restait constamment allumée. La plupart des cellules n'avaient ni toilette ni installation de lavage, dont les prisonniers devaient se soulager dans de petits seaux rouillés. Les jours d'été chauds, vivre dans de telles conditions était insupportable. L'hygiène en général était au plus bas niveau possible, et en plus du fait que les cellules étaient extrêmement sales, elles étaient également infestées de rats, de cafards, de souris et d'autres nuisibles. Les prisonniers étaient dans l'impossibilité totale de maintenir une hygiène personnelle. Des semaines, voire des mois, passaient avant qu'ils ne puissent prendre une douche. Les cellules n'étaient pas seulement sales et humides, mais étaient totalement déprimantes. Les dessins et inscriptions griffonnés par les détenus sur les murs ne faisaient qu'intensifier le désespoir de la vie. La vie quotidienne. La prison a gagné son surnom ironique de la célèbre chaîne d'hôtels uniquement pour la raison de son inhospitalité ultime. Les conditions de vie difficiles en prison étaient jugées appropriées pour les prisonniers de guerre américains, car le gouvernement nord-vietnamien les considérait comme des criminels normaux, et les traitait en conséquence. Les camps avaient des règles strictes dictant le comportement, les droits et les devoirs des prisonniers. Les prisonniers devaient obéir à tous les ordres, sans poser de questions. Toute tentative de refus de répondre à une question entraînait une punition sévère. Les prisonniers étaient même punis s'ils refusaient de manger leur ration. De plus, les prisonniers étaient tenus de montrer un profond respect envers leurs gardiens et officiers du camp. Toute conversation entre les prisonniers était également strictement prohibée. Au lieu de cela, ils étaient régulièrement exposés au lavage de cerveau de la propagande via des haut-parleurs. Chaque soir, l'émission radio de la célèbre Hanoi Hana se concluait par un message. Government issued. Pourquoi devriez-vous mourir à des milliers de kilomètres de chez vous? Déposez vos armes maintenant et passez du côté du peuple. La nourriture donnée aux prisonniers de guerre contribuait à rendre leur vie misérable. Le repas moyen pour un prisonnier de guerre à l'hôtel Hanoi était un bol de soupe de légumes grasses et une tasse de riz. La seule chose qui changeait jamais étaient les légumes utilisés. C'était soit de la citrouille, du chou, ou un étrange légume appelé les vers d'égout par les prisonnières de guerre. Le régime, dépourvu de protéines et d'énergie adéquate, a gravement nui à la santé des prisonniers. La plupart ont souffert d'une carence en vitamines et ont perdu environ 20% de leur poids corporel. Le manque de nourriture adéquate était une vraie épreuve durant l'hiver. Avec un faible apport énergétique et les fenêtres des cellules ouvertes toute l'année, beaucoup de prisonniers avaient du mal à réchauffer leur corps et à survivre au froid. Tap code. Bien que la communication entre les prisonniers était strictement interdite, le maintien du contact entre eux était toujours vital. Cela leur permettait de recevoir des informations de l'extérieur, des nouveaux détenus, d'en apprendre sur différentes méthodes d'interrogatoire et de partager leurs expériences. Plus important encore, ils pouvaient s'encourager mutuellement, bâtir une moralité et un sentiment d'unité. Malgré les horreurs qu'ils ont endurées, les prisonniers de guerre américains à l'hôtel Hanoi ne manquaient pas d'ingéniosité. Plutôt que de communiquer verbalement, ils ont créé un code frappé spécial pour transmettre des messages. Le code frappé similaire au code Morse utilisait une matrice 5 par 5 de l'alphabet et était frappé sur les murs ou portes métalliques des cellules. Les lettres étaient identifiées par 2 séries de frappes, une pour la colonne et l'autre pour la rangée. Les détenus ont normalisé les abréviations pour simplifier la communication par code frappé. Et même crypter les messages, c'était un moyen de communication que les gardiens vietnamiens du Nord ignoraient totalement. La vie à Hanoi Hilton était déjà terrible, et les prisonniers subissaient constamment la torture. Ils pouvaient être torturés pour plusieurs raisons, pour transmettre des informations, pour être forcés à coopérer, ou simplement pour le divertissement des gardiens. La plupart des tortures avaient lieu pendant les interrogatoires. Le premier niveau était la torture mentale. Les prisonniers subissaient l'isolement, la famine, la privation de sommeil et un lavage de cerveau constant. Après seulement quelques jours de ce traitement, leur résistance aux interrogatoires a considérablement diminué. Les prisonniers de guerre américains résistaient généralement à ce type de torture, frustrant leurs interrogateurs qui recouraient alors à la torture physique. La torture physique de base consistait à battre brutalement les prisonniers attachés à des tabourets. Hélas, ce n'était qu'un prélude à une torture pire encore. Les gardes et interrogateurs de la National Volksarmee usaient des techniques de torture créatives. Les prisonniers avaient les yeux bandés et ont été forcés de courir autour de la cour tout en étant traînés par une corde au cou. Ils étaient ensuite jetés dans des tranchées ou de petites cages où ils passaient à plusieurs jours dans des positions exiguës.
Cependant, deux méthodes de torture étaient jugées bien plus terribles. La première était un tour de corde, une torture qui impliquait de lier les bras d'un prisonnier derrière son dos, qui était ensuite tourné vers le haut jusqu'à ce que ses épaules sortent de leurs articulations. Dans cette position, les prisonniers étaient suspendus à des crochets à viande fixés au plafond. Il existait une variante de cette méthode qui consistait à lier les mains et les pieds ensemble, puis à attacher les mains aux chevilles, derrière le dos. Pour empirer les choses, certains prisonniers suspendus au plafond étaient souvent battus sauvagement avec des bâtons. La deuxième méthode était le traitement des menottes tordues. Les prisonniers, avec les bras menottés dans le dos avec un cliquet attaché. Les menottes étaient serrées à un degré où deux os se pliaient ensemble. Il y avait des exemples où ces deux méthodes sadiques s'étaient utilisées ensemble. Malheureusement pour les prisonniers américains, la torture ne s'est pas arrêtée avec les interrogatoires. Même pendant leur séjour en cellule, les prisonniers de guerre subissaient des abus, leurs jambes étant entravées par des fers au pied du lit. De plus, des tuyaux en fer ont été installés pour pressuriser les tibias. Les prisonniers restaient dans de telles positions avec les mains liées derrière le dos pendant des jours d'affilée. Tout ce temps, ils devaient déféquer là où ils étaient allongés, et cela attirait les rats et les cafards qui rampaient sur tout leur corps. En plus de tout, l'absence de soins médicaux après la torture était aussi une sorte de mauvais traitement, surtout parce que les gardiens prenaient plaisir à toucher les blessures des prisonniers. La pire période de torture a suivi l'échec du plan d'évasion au printemps 1969. Cependant, tout s'est arrêté en septembre, la même année que la mort du leader vietnamien Ho Chi Minh. Il était pratiquement impossible pour n'importe quel prisonnier de résister à cette torture et à ces abus continus, et finalement chacun d'eux a atteint son point de rupture. Les interrogateurs parvenaient à extorquer une sorte d'information ou d'aveu de leur part. Cependant, les prisonniers avaient leur propre manière de manipuler leurs interrogateurs. Nombre d'aveux forcés étaient fictifs et absurdes. Un tel aveu est venu d'un aviateur qui a promis de ne plus effectuer de mission contre les Nord-Vietnamiens. Il s'est présenté comme le lieutenant Clark Kent, mieux connu du public américain sous le nom de Superman, le héros de bande dessinée. La vie à la prison de Hanoi Hilton a soumis les prisonniers de guerre à un stress physique, mental et émotionnel extrême. C'était particulièrement difficile pour les détenus de longue durée. Le record était détenu par le lieutenant Everett Alvarez Jr., le premier prisonnier de guerre américain du Hanoi Hilton. Il avait passé 8 ans et 7 mois en captivité. Il a été libéré le 12 février 1973 avec le premier lot de prisonniers de guerre américains rentrés chez eux lors de l'opération Retour à la maison. Le dernier prisonnier de guerre est parti en mars 1973. Dans les années suivantes, les anciens prisonniers ont partagé avec le public américain et international les horreurs vécues à Hanoi Hilton. Le gouvernement des États-Unis n'a jamais accusé les Nord-Vietnamiens des crimes de guerre qu'ils ont commis.